Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des aires spécifiques et plus particulièrement des aires du langage. Alors, on parle souvent dans la littérature de spécialisation hémisphérique où on vous dit régulièrement que l'hémisphère gauche est beaucoup plus analytique, il va comprendre le langage, le calcul, tout ce qui est la logique, etc. Alors que l'hémisphère droit serait plus relié à la créativité, à la musicalité, aux habiletés spatiales, etc. Alors c'est vrai, on le voit partout, ça reste vrai. Il ne faut quand même pas oublier que le cerveau, c'est une globalité. Hein. On ne travaille pas un hémisphère indépendamment de l'autre hémisphère. Rappelez-vous le corps calleux. Hein, le corps calleux, c'est cet amas de fibres extrêmement important qui permet justement de relier les deux hémisphères, qui permet que chacun des hémisphères est au courant de ce qui se passe dans l'autre. Donc oui, chaque hémisphère va avoir une spécialisation, une spécialité, ou des spécialités, mais il ne faut pas complètement évacuer cette globalité du cerveau, et notamment en ce qui concerne la pensée, l'émergence de la pensée, etc. Souvent, les informations vont, le traitement de l'information va se faire plus sur la globalité du cerveau. C'était une petite parenthèse. Maintenant, on revient sur cette fameuse spécification ou spécialisation hémisphérique et on va parler du langage. Le langage est latéralisé et spécialisé. Hein, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est latéralisé dans un des deux hémisphères, l'hémisphère gauche, on en reparlera, et il est spécialisé, c'est-à-dire qu'on va trouver plusieurs centres de langage. Alors, au début du 19e siècle, à peu près, les troubles du langage sont considérés comme des maladies. Hein, ça commence à être établi. Et à partir de là, il va y avoir beaucoup de recherches qui vont se faire pour essayer de savoir où est-ce qu'on peut situer ces fameuses fonctions linguistiques dans le cerveau. Donc, il y a une espèce de petite course qui va se mettre en place. Un des premiers, un qui va être reconnu par la suite, qui va trouver une localisation, c'est Paul Broca. Il a un patient cérébro-lésé, M. Le Borgne, qui est dans l'incapacité de parler correctement. La seule chose qu'il est capable de dire, c'est un espèce de… Le seul phonème, c'est tan. Hein, des fois, dans la littérature, on va l'appeler le patient tan-tan. Éventuellement, il peut moduler un petit peu, mais tan-tan-tan-tan-tan, il n'y a pas d'autre articulation possible. Suite au décès de M. Le Borgne, Broca va récupérer son cerveau et va s'apercevoir qu'il y a des tissus qui sont nécrosés, il y a un affaissement au niveau du cerveau à un certain endroit, celui qui est montré ici par la flèche, et qui va correspondre plus tard à ce qu'on va appeler l'aire de Broca. Donc, ce serait, selon lui, ici, que serait le centre du langage articulé. Ça a été confirmé par d'autres cas chez qui on a prélevé les cerveaux également. Ça s'est passé en 1861. Un peu plus tard, en 1874, c'est Karl Wernicke qui va travailler avec des patients, c'est un neurologue, il a des patients, et il a des patients qui n'ont pas de problème à verbaliser, ils ont une fluence verbale qui est très bonne. Par contre, quand on écoute le discours, ça n'a pas vraiment de sens. J'ai aussi des patients qui ont peut-être un peu plus de mal à comprendre ce qu'on va leur dire. Donc la compréhension linguistique, elle est plus altérée. Même principe, ils récupèrent les cerveaux post-mortem. Et là, on s'aperçoit, en fonction de la deuxième flèche, que c'est un autre endroit où on va trouver des tissus nécrosés, détruits, etc. Et ce qu'on va appeler par la suite l'aire de Wernicke. Donc, on a deux localisations bien spécifiques, une aire de Broca plutôt reliée à la production linguistique et l'aire de Wernicke qui, elle, serait plutôt reliée à la compréhension linguistique. Ces deux aires-là étant reliées par le faisceau arqué qu'on voit avec la flèche rouge ici. Donc, c'est deux endroits bien spécifiques, mais dans une région assez proche quand même. Hein, et souvent, on va parler de régions périsylviennes. On voit ici la scissure de Sylvius qui apparaît ici. Donc, on va parler de régions périsylviennes pour toutes les régions qui ont un rôle à jouer au niveau du langage, au niveau de la linguistique.
c'est localisé pardon, au niveau périsylvien et dans l'hémisphère gauche. Donc, si on regarde un petit peu plus en détail, hein, on s'aperçoit que ces aires sont un peu plus complexes que ce qu'on avait pu voir avant, bien évidemment. Donc, par exemple, l'aire de Broca, elle ne serait pas complètement uniforme, elle pourrait être composée de deux parties. Selon la nomenclature de Brodmann, l'aire 44 et l'aire 44 pardon, et l'aire 45, où chacune aurait des fonctions reliées à la motricité du langage, mais un peu différemment. Et notamment, l'aire 45 serait plus dans l'articulation des phonèmes. Cette aire-là, elle est située au niveau frontal inférieur et proche, comme je le disais tout à l'heure, de la scissure de Sylvius. Dans un deuxième temps, on a l'aire de Wernicke qui, elle, serait également pas forcément complètement homogène et qui est située en arrière de la scissure de Sylvius, plus au niveau temporal, mais l'aire de Wernicke est plus située à un carrefour entre le temporal, le pariétal et l'occipital. C'est pas inintéressant de voir où sont situées ces aires-là. On a dit l'aire de Broca, elle est située au niveau frontal inférieur. Et en fait, c'est intéressant parce que ici, on a ce qu'on appelle la frontale ascendante. Et sur la frontale ascendante, on va avoir l'homunculus moteur. Hein, on a la représentation motrice de la personne et on va trouver plus proche, peut-être dans ces zones-là, mais même un peu plus proche, on va trouver les régions qui correspondent à la bouche et à la langue. Donc, très proche finalement de l'aire de Broca. Ce n'est pas inintéressant puisque c'est une aire de production d'articulation au niveau de la linguistique. Elle est proche de la région motrice qui permet de faire bouger les lèvres, la bouche, etc. Revenons à l'aire de Wernicke. Elle aussi, elle est localisée, je vous l'ai dit tout à l'heure, à un carrefour. Carrefour entre le temporal, en jaune ici, mais elle est proche de l'occipital et elle est proche du pariétal. Donc, l'aire de Wernicke, c'est plus une aire de compréhension. Donc, c'est intéressant qu'elle soit très proche des aires de l'audition, puisque quand je vais recevoir du langage, je vais, pas toujours, mais je vais généralement le recevoir par le canal auditif. Quelqu'un me parle, je reçois l'information. Donc, les aires primaires de l'audition vont capter cette information-là et ça va être ensuite transféré aux aires qui sont un peu plus aires complexes pour le décodage de la linguistique, l'aire de Wernicke. Mais la communication langagière, elle n'est pas uniquement sous forme orale, elle peut être sous forme visuelle, la lecture par exemple. Donc à ce moment-là, je ne vais pas entendre, mais je vais voir. L'aire de Wernicke, elle est proche également des aires de la vision, puisqu'elle est proche de l'occipital. On voit ici les aires 17, 18, 19 du cortex occipital qui sont dédiées à la vision. Et en dernier recours, je peux avoir une forme de communication plus tactile. Si je pense au braille, par exemple, là encore, c'est intéressant parce que l'aire de Wernicke, qui est l'aire de décollage linguistique, se trouve à proximité de la pariétale ascendante sur lequel vont arriver les informations reliées au sens tactile. Donc, ces aires-là vont permettre la complexité du langage, tant pour l'aire de Broca dans la production linguistique que l'aire de Wernicke pour la compréhension linguistique, mais elles ne sont pas disposées n'importe où, elles sont disposées à des endroits clés pour pouvoir être en interrelation avec des zones qui vont permettre, la production pour l'aire de Broca, donc l'articulation des zones motrices, et la compréhension qui provient de l'information langagière auditive, visuelle ou tactique pour l'aire de Wernicke. Il y a quelques années, il y a eu des études qui ont essayé de délimiter un petit peu les zones de Broca, les zones de Wernicke, puis on s'est aperçu que ce n'était pas si clair que ça. On n'avait pas un territoire homogène chez tous les participants. Donc, vous avez, je n'ai pas trouvé d'image plus claire que ça, je suis désolée, mais 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 5 recherches avec différentes couleurs et vous apercevez que il y en a qui sont probablement plus conservatrices que d'autres. L'étude qui est en vert, elle a des zones plus petites que les autres. Donc, les critères ne sont peut-être pas les mêmes, mais peu importe, on s'aperçoit qu'il y a une grande variabilité. Donc là, ça nous amène
vers le fait qu'il y a probablement des grandes différences interindividuelles dans la superficie corticale qui va être dédiée aux aires du langage, et que donc on peut augmenter un petit peu, hein, on a un phénomène de plasticité sous-jacente qui peut être intéressant. Et donc, s'il n'y a pas d'exposition au langage ou très peu d'exposition, on peut penser que les aires vont être plus ou moins importantes. De la même façon, pour les problèmes reliés à des lésions, donc les pathologies, dépendamment de la zone touchée, de l'importance de la zone touchée, on va avoir des symptômes qui vont être complètement, en tout cas qui vont être différents et d'intensité différente également. Donc, il y a des modèles de la linguistique qui sont utilisés pour savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le cheminement du langage au niveau du cerveau, etc. Donc là, je vais prendre l'exemple que vous avez également dans les PowerPoint de quelqu'un qui va émettre un mot et va demander à la personne qui reçoit cette information-là de le répéter. Donc, on a un canal de communication, on a un émetteur, un récepteur, et le récepteur doit restituer, redonner le même mot. Donc, la personne numéro 1 ici va dire un mot quel qu'il soit. Donc là, on a un stimulus sonore qui va être capté donc, au niveau de l'oreille. L'oreille, ce n'est pas un centre neuronal, donc l'oreille interne va transférer l'information au niveau périsylvien, au niveau des aires auditifs, puis au niveau de l'aire de Wernicke pour le décodage de l'information. Puisque le but était de répéter le mot, l'information dans l'aire de Wernicke va passer au niveau de l'aire de Broca par le faisceau arqué. Pourquoi? Parce qu'il va falloir coder l'information pour pouvoir articuler, pour pouvoir produire le son. Donc, ça va passer au niveau 2, donc dans l'aire de Broca, puis au niveau 3 pour le cortex moteur, pour que je puisse articuler. Et grâce à ce codage moteur, je vais avoir une émission linguistique qui va se faire via la bouche. Bien évidemment, si on change un petit peu la consigne et qu'on dit à la personne non pas d'entendre un son, mais de lire un son, on aura quelque chose de similaire, sauf qu'au lieu de passer par le canal auditif, à ce moment-là, on passera par le canal visuel. Donc, la personne va lire un mot, ça va passer au niveau occipital, ça va revenir au niveau de l'aire de Wernicke, puis ensuite, on a le même cheminement, faisceau arqué, aire de Broca, cortex moteur, et si la personne lit à haute voix, on va avoir l'émission des mots qui vont être réceptionnés par le canal visuel. Donc, quand il y a des lésions, comme on a vu qu'il y avait quand même des étendues très différentes, puis des zones différentes, il peut y avoir plusieurs types de lésions et qui donnent plusieurs types d'aphasie. Donc, les aphasies, ce n'est pas une pathologie pure qu'on peut définir avec une symptomatologie précise. On a plusieurs formes d'aphasie avec des symptômes plus ou moins différents. De façon très globale, on a les aphasies de production, donc la personne n'est pas capable de produire, un petit peu comme le patient de Broca-Tan, et des aphasies plus de compréhension, où la personne comprend mal la linguistique, a du mal, elle n'a pas de problème dans la fluence verbale au niveau de la production motrice du langage, mais elle a des problèmes avec le sens de l'information. Donc, on va parler d'aphasie de Broca ou d'aphasie de Wernicke. Donc, je trouvais un petit tableau qui permet de voir les aphasies, parce qu'il n'y a pas que les aphasies de Broca et les aphasies de Wernicke, on a tout un tas de possibilités, malheureusement. Les critères de classification peuvent se faire sur le fait de parler ou parler bien ou parler peu. Donc, ça va être une première catégorisation. Donc, on regarde, si la personne parle peu, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'elle parle peu et qu'en plus, elle a une compréhension difficile? À ce moment-là, on est plus dans une aphasie globale, puisque à la fois la production et la compréhension sont atteintes. Si la personne parle peu, mais qu'elle comprend relativement bien, à ce moment-là, on est dans ce qu'on appelle une aphasie motrice, qui est plus une aphasie de Broca. Deuxième cas de figure, la personne a une belle fluence verbale, est capable de parler, mais elle va se tromper ou à changer les mots, il va y avoir un problème au niveau de la compréhension linguistique. Si la compréhension est difficile, à ce moment-là, on a ce qu'on appelle une aphasie sensorielle ou une aphasie de Wernicke. Et puis, si la compréhension est relativement bonne, à ce moment-là, ce qu'on peut avoir, c'est une aphasie de conduction. Donc, on a plus un problème au niveau
du faisceau de conduction entre les deux zones linguistiques, c'est-à-dire le faisceau arqué. Je vous ai mis deux diapos suivantes, ce n'est pas du tout à apprendre, c'est juste à voir. C'est des études relativement récentes, 85 et l'autre, elle est dans les années, fin des années 90, je crois, qui ont essayé de répertorier, de classifier les aphasies. Il y a tellement comme formes différentes. Donc, c'est juste pour vous donner une idée de la pluralité des types d'aphasie qu'on peut avoir. Donc, regardez juste ça et ne prenez pas ça en note. Il n'y aura pas de question d'examen à ce niveau-là. Même principe ici, hein, on voit qu'il y a énormément de possibilités d'aphasie. Alors, on l'a dit, les centres linguistiques sont localisés au niveau de l'hémisphère gauche. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans l'hémisphère droit? Bon, l'hémisphère droit, il se repose, il ne fait rien. En général, ça ne marche pas comme ça. Donc, certes, l'hémisphère droit n'est pas dédié à la linguistique en tant que telle, mais les aires correspondantes aux aires de Broca et de Wernicke au niveau de l'hémisphère droit vont quand même participer à la linguistique, mais sous une forme un petit peu différente. Alors, par exemple, ils vont participer pour mettre du sens à des expressions. L'expression « tirer les vers du nez », c'est une expression qui veut dire réussir adroitement à faire parler quelqu'un. Quand l'hémisphère droit est fonctionnel, il n'y a aucun problème. La personne va très bien comprendre que quand on dit qu'on a tiré les vers du nez à quelqu'un, c'est parce qu'on a réussi à lui faire parler de quelque chose qu'elle n'aurait pas voulu parler. Par contre, si mon hémisphère droit est altéré, et surtout dans les zones périphylviennes, à ce moment-là, je ne vais pas être en mesure de comprendre l'image derrière l'expression, mais je vais prendre au pied de la lettre l'expression, c'est-à-dire que je vais prendre vraiment le fait de tirer les vers du nez de la personne. On voit par exemple que chez certains autistes, en tout cas, on peut émettre l'hypothèse que chez certains autistes, par exemple, il pourrait y avoir un problème au niveau de l'hémisphère droit parce qu'ils ont des problèmes justement à avoir le sens un petit peu second d'une expression. Ça ne s'arrête pas là, l'hémisphère droit va aussi être important pour ce qu'on appelle la prosodie. Le langage, il n'est pas uniforme, on n'a pas un langage monocorde, ça monte par moments quand il y a des questions, ça bouge, on a une musicalité au niveau du langage. Tous les langages, on a des accents, on a une musicalité, mais tout ça, ça va se faire beaucoup plus au travers de l'hémisphère droit. Alors, en conclusion à tout ça, on a vu que le langage est une fonction spécifique au niveau du cortex, puisqu'on est dans des zones qui sont latéralisées et spécialisées. Dans l'hémisphère gauche, pour la majorité des gens, ce n'est pas à 100%, mais je pense qu'on a 80 à 90% des droitiers et un peu plus de 70% des gauchers. Donc, on a une très large population qui va être latéralisée à gauche et elle est spécialisée puisqu'on va avoir des centres de production et des centres de réception. On a vu qu'il y avait des différences interindividuelles, donc ça laisse place à la plasticité, ça laisse place à la possibilité d'améliorer ses capacités linguistiques, du moins en ces termes-là, en termes de production et de compréhension linguistique. Ça nous dit que si on veut être en mesure de comprendre et de parler, il faut que nos deux zones, l'aire de Broca et l'aire de Wernicke, ainsi que le faisceau arqué, soient intactes. Dès qu'il y a un endroit qui va être altéré, on va avoir un problème. Alors, toute la linguistique ne va pas être perturbée, mais on va avoir un problème plus ou moins important au niveau de la linguistique. On sait par exemple qu'il peut y avoir des récupérations. Quand les personnes font une aphasie suite à un accident cérébrovasculaire, la personne a des gros problèmes au départ, puis par la suite, on a une récupération fonctionnelle qui va se faire. Jusqu'à une certaine limite, la récupération va pas être complète généralement, donc il va rester des pertes au niveau linguistique. Il semblerait que les dernières recherches montrent des différences dans la récupération entre les hommes et les femmes. Par exemple, les femmes auraient une récupération fonctionnelle plus importante que les hommes. Alors, les mauvaises langues diront que parce que les femmes parlent plus, elles ont plus de capacité de récupération, ce qui n'est probablement pas la vraie raison. Une des raisons avancées qu'on voit revenir de plus en plus dans la littérature, c'est que les femmes auraient une latéralisation hémisphérique en termes de langage moins forte que les hommes. Donc, le fait que les centres de la linguistique soient moins fortement représentés à gauche
et qu'il y ait plus de fonctions à droite, bah forcément, si j'ai une lésion à gauche, je vais avoir plus de structures à droite qui vont me permettre la récupération. Ce serait ce qui est avancé comme hypothèse pour la différence entre les hommes et les femmes. Dans la récupération, au niveau des aphasies, on travaille beaucoup avec la musique, puisqu'on a vu que la musicalité de la langue était gérée par l'hémisphère droit. Si on a une lésion à gauche, on va passer par la linguistique, par le chant, les chorales, etc., pour faire en sorte que la personne récupère un petit peu plus. Et ça semble assez bien marcher comme technique de réapprentissage un petit peu du langage. De plus en plus, il y a des recherches qui montrent que les aires de Broca et de Wernicke sont impliquées dans le bilinguisme et qu'en fait, par exemple, quand les enfants apprennent le langage très jeune, un deuxième langage très jeune, pardon, ben on s'aperçoit que c'est les mêmes zones du cerveau qui sont mises à contribution pour les deux langues. Par contre, quand la deuxième langue ou la troisième, quatrième langue sont apprises un peu plus tard, ou en tout cas après l'adolescence notamment, après 12-13 ans après la préadolescence, on s'aperçoit que ce ne sont plus les mêmes zones, ce sont d'autres zones qui vont prendre en charge l'apprentissage linguistique. Et alors, le bilinguisme est quand même quelque chose de très complexe, donc je ne pourrais absolument pas résoudre les problèmes ici, mais on pourrait facilement penser que ça peut être une des raisons pour laquelle, quand on l'apprend très jeune, on n'a pas d'accent, on n'a pas de problème, on a une fluence qui est relativement bonne, alors que quand on apprend un deuxième langage plus tard, puisque ce n'est pas les mêmes zones que la langue maternelle, bah, ça laisse des traces un petit peu, on est moins... on a moins de possibilités, moins de fluence, et surtout, on a un accent qui va être un peu plus prononcé. Alors, la linguistique, elle est importante pour la communication, et la communication, ben, on peut considérer que c'est le ciment social. Les sociétés se sont forgées autour de la communication. Le fait que les groupes sociaux restaient entre eux depuis la nuit des temps, hein, c'est parce qu'il y avait une cohésion, c'est parce qu'il y avait une communication. Alors, ce n'est pas toujours la communication verbale, hein, il y a d'autres formes de communication, des communications non verbales, mais c'est clair que la forme de communication la plus importante, surtout chez les humains, c'est la communication verbale, c'est celle qui va pousser le plus loin les possibilités de communication, et c'est probablement ça, une des raisons qui fait que on s'est mis en société, que nos sociétés ont évolué de plus en plus. Je vous remercie d'avoir prêté attention à cette capsule et je vous donne rendez-vous dans une prochaine capsule. Au revoir.